Voici une nouvelle leçon sur la liaison ionique, une forme de liaison que nous n'avons pas encore étudiée et qui se trouve dans votre support de cours au chapitre numéro 18. Pour former cette nouvelle liaison, qu'on va appeler liaison ionique, il nous faut au moins deux atomes. Alors nous allons prendre un premier atome, ici un atome métallique, atome de sodium. Et cet atome, il est dessiné, il est symbolisé. Vous voyez son noyau en rouge, dans lequel on a écrit le symbole du sodium, Na, et le nombre de charges du noyau. 11 charges positives qui correspondent à 11 protons. Autour du noyau, vous avez les électrons répartis sur 3 couches en dégradé de bleu. La couche la plus proche du noyau, il y a 2 électrons, ça correspond à 1 S2. La deuxième couche, qui est intermédiaire, vous avez 8 électrons, ce qui correspond à 2S2, 2P6. Les deux premières couches forment ce qu'on appelle les électrons de cœur, et j'ai représenté ici les électrons en couleur verdâtre. Et puis la troisième couche en bleu ciel, qui est la couche externe, où vous n'avez qu'un seul électron, un électron célibataire, et j'ai dessiné ici l'électron en jaune. Alors si on compte les charges positives, on en a 11. Si on compte les charges négatives, les électrons, on en a 11 aussi. Donc en additionnant les charges, 11 charges positives plus 11 charges négatives, on obtient 0, ça veut dire que l'atome est électriquement neutre avant de commencer la réaction qui formera la liaison. Le deuxième atome sera cette fois-ci un atome non métallique. J'ai choisi le chlore. Et on refait exactement le même type de diagramme avec le noyau du chlore, l'élément numéro 17 avec 17 protons, 17 charges plus. Sur la première couche en bleu foncé, 2 électrons. Sur la deuxième couche en bleu moyen, 8 électrons. Ce sont les deux couches de cœur. Et sur la troisième couche en bleu ciel, vous avez 7 électrons. Donc en tout, 2 plus 8 plus 7, 17 électrons. 17 charges plus 17 charges moins égale 0. Cet atome de chlore est aussi électriquement neutre. Les deux atomes de sodium et de chlore sont maintenant face à face. Ils n'ont pas encore fait de liaison. Ils se préparent, ils s'approchent l'un de l'autre jusqu'à ce que la distance soit suffisante pour former une liaison. On voit bien tous les électrons des deux atomes et on voit en particulier sur le fond bleu ciel, en jaune, les électrons externes du sodium et du chlore. Donc regardez bien, un électron externe pour le sodium, il est dans la colonne 1 du tableau des éléments, et 7 électrons externes pour le chlore. Le chlore est dans la colonne 7A du tableau périodique des éléments. La liaison va maintenant se faire. Alors on a deux atomes, le sodium est très peu électronégatif, il a peu d'attirance pour les électrons, et le chlore, lui, il a beaucoup d'électrons sur sa couche externe, il a beaucoup d'attraction, beaucoup d'affinité pour les électrons. Et vous voyez que sur l'atome de chlore, il y a comme une place
qui est inoccupé, puisque les électrons en général vont par deux, et ce serait bien que cette place devienne occupée. D'autre part, sur l'atome de sodium, vous avez un électron qui est un peu tout seul, et finalement, il n'est pas apparié. Donc l'idée, et c'est ce qui se passe, c'est que cet électron célibataire qui est sur un atome donneur d'électrons saute sur l'atome qui est receveur d'électrons. Donc le sodium, électronégativité basse, donne un électron au chlore, électronégativité élevée. Et le sens de cette flèche indique que l'électron se déplace toujours de l'atome qui a l'électronégativité basse vers l'atome qui a l'électronégativité élevée. Voilà, maintenant l'électron du sodium, l'électron célibataire du sodium a disparu et il a été transféré sur le chlore. Le sodium a donc perdu un électron, on lui a arraché cet électron. Ce n'est plus un atome, c'est devenu un ion. Et le chlore a lui gagné un électron. Ce n'est plus non plus ce qu'on appelle un atome, c'est devenu un ion. Il existe deux sortes d'ions. On les appelle respectivement cations et anions. On a écrit cation sous l'atome métallique, sous le sodium, et on a écrit anion sous l'atome non métallique, l'atome de chlore. Voyons ce que cela représente. Si nous refaisons le même compte que nous avions fait pour les atomes, nous prenons 11 charges plus pour le sodium et 10 charges moins pour les électrons du sodium, on s'aperçoit qu'il y a une charge plus de plus par rapport aux charges négatives. Donc vous avez un atome qui est devenu chargé plus 1, chargé positivement, et les atomes qui sont chargés positivement, on appelle ça des cations. Donc on a ici le cation sodium plus 1. À droite, on a le chlore avec ses 17 protons dans le noyau, mais un électron de plus, donc 18 électrons. Ça veut dire que vous avez une charge négative en plus par rapport au noyau, et donc que l'atome est devenu chargé négativement, puisque cette charge, c'est la charge d'un électron. Les atomes chargés négativement sont des anions. Et cet anion, c'est l'anion Cl- ou bien anion chlorure. Maintenant, nous faisons une petite opération qui est d'effacer les noyaux et d'effacer les couches d'électrons internes. Il ne reste que les couches externes des deux ions, la couche externe du cation sodium, et vous voyez que comme il a perdu un électron, la nouvelle couche externe du cation sodium, à gauche, est en fait la fameuse couche 2, 2s2, 2p6, avec 8 électrons. De l'autre côté, le chlore, il a gagné un électron dans sa couche externe, il aura une couche externe à 3s2, 3p6, il a aussi 8 électrons. Alors comme les deux ions ont tendance à avoir 8 électrons dans la couche externe, 8 électrons, c'est le synonyme de la stabilité des atomes. Rappelez-vous, tous les gaz rares, à partir du néon, ils ont tous 8 électrons externes. Et comme ils ont 8 électrons externes, ils sont devenus inertes chimiquement, donc stables.
Et c'est ce que nous appelons la règle de l'octet. La règle de l'octet, c'est la tendance, c'est pas un absolu, mais c'est une tendance des atomes à obtenir 8 électrons sur la couche externe, soit en se débarrassant de quelques électrons externes, soit en complétant un nombre un peu plus élevé d'électrons externes. Dans les deux cas, les atomes peuvent arriver à 8 électrons. Et c'est le cas pour le sodium et pour le chlore. Cette règle de l'octet, c'est une règle de stabilité. Ce n'est pas un absolu, mais c'est une tendance et elle nous donne l'indication du sens de transfert des électrons. La nature fait toujours au plus simple, donc elle va toujours transférer le minimum d'électrons pour passer à 8. C'est donc l'atome qui aura le moins d'électrons qui va donner à l'atome qui a le plus d'électrons. Ainsi, un minimum d'électrons va être transféré et la règle de l'octet pourra être respectée facilement. Ici, nous avons une représentation tout à fait basique du cation et de l'anion. Le cation positif et l'anion négatif. J'ai remis en haut les petits calculs que nous avions fait précédemment pour montrer que c'est toujours le cation sodium et l'anion chlorure qui sont représentés sur cette image. Et ça montre bien que une molécule dont la liaison est ionique est tout simplement faite de deux ions, le cation et l'anion. Si on fait maintenant le décompte de toutes les charges qu'il y a dans la molécule, on s'aperçoit que ce nombre de charges n'a pas varié par rapport aux deux atomes qui étaient électriquement neutres. Il y a juste eu le transfert d'un électron d'un atome sur l'autre. Donc nous avons pour l'atome de gauche 11 charges plus et 10 charges moins. Pour l'atome de droite, 17 charges plus et 18 charges moins. Donc nous avons au total 11 plus 17, 28 charges plus et 10 et 18, 28 charges moins. L'atome est donc, la molécule est donc électriquement neutre. Dans toutes les liaisons ioniques, on aura la neutralité électrique. Dans toutes les molécules ioniques, on aura la neutralité électrique. Il n'y aura jamais plus de charge positive que de charge négative, et c'est la condition pour avoir une molécule qui est stable. S'il ne peut pas y avoir la neutralité électrique, il faudra qu'il y ait une nouvelle liaison ionique, ça ne sera pas stable, il faudra que quelque chose se passe pour que la neutralité électrique puisse être réalisée. Essayons maintenant de comprendre comment deux ions peuvent tenir ensemble, comment ils peuvent être reliés, être maintenus par une force. Alors on a toujours cette représentation avec le cation et l'anion, et d'après les lois de l'électrostatique, les charges électriques opposées s'attirent. Donc on a une attraction électrostatique entre le cation et l'anion. Ça c'est un très bon argument pour dire que cation et anion ont tendance à s'attirer et à rester ensemble. Reprenons maintenant le symbolisme précédent et constatons que nos atomes sont entourés d'électrons. Et comme ce sont des électrons, ils ont tous la même charge, ils ont une charge négative. Et donc, ces électrons, lorsque les deux atomes se rapprochent suffisamment
l'un de l'autre vont se repousser parce que les lois de l'électrostatique disent que les atomes de charge identique se repoussent. Donc, si les électrons périphériques des atomes se repoussent, les deux atomes vont se repousser aussi. Et avec ce schéma, on comprend très bien pourquoi deux atomes peuvent se repousser et qu'ils ne peuvent pas s'interpénétrer parce que les électrons empêchent l'interpénétration des deux atomes. Finalement, que se passe-t-il? Nous avons deux couples de forces. Nous avons dessiné ici de deux couleurs, en vert et en rose. En vert, nous avons les forces d'attraction des deux ions. Le cation sodium et l'anion chlorure vont s'attirer parce qu'ils ont une charge opposée. Mais en même temps, les électrons périphériques du sodium et les électrons périphériques du chlore vont se repousser. C'est ce qui est dessiné avec les flèches roses. On a donc deux couples de forces antagonistes. Et ces deux couples de forces vont s'équilibrer jusqu'à ce que la force d'attraction et la force de répulsion soient égales. Si les deux atomes sont trop éloignés, c'est la force d'attraction qui va les attirer l'un vers l'autre. Et si les deux atomes, si les deux ions, pardon, sont trop proches, c'est la force de répulsion qui va les repousser. Donc ces deux forces, elles vont s'équilibrer toutes seules et les atomes, les deux ions, vont trouver naturellement leur position. Revenons au schéma le plus simple. Nous voyons ces deux couples de forces qui se sont équilibrés, l'attraction et la répulsion. Et avec cet équilibre, eh bien, les deux ions vont se trouver à une distance moyenne l'un par rapport à l'autre, qui va varier un petit peu parce qu'il y a toujours une vibration, mais très très peu, ça va vibrer, ça va s'écarter légèrement. Quand ça s'écarte, la force d'attraction va prendre le dessus. Ça va se rapprocher légèrement. Quand ça se rapproche, la force de répulsion prend le dessus. Et naturellement, il va y avoir une distance moyenne constante entre les deux atomes. Ce qui veut dire que on ne peut plus écarter les deux atomes et on ne peut pas non plus les rapprocher plus que ne permettent les forces. Les deux atomes sont donc maintenus à une distance constante et ça forme comme un lien qu'on ne représentera pas. On ne représentera que les charges positives et négatives, sachant qu'il y a ce lien qui est créé par l'équilibre de ces deux forces. Ce lien, on l'appelle la liaison ionique. C'est ça, la liaison ionique. Si on se souvient simplement que plus et moins s'attirent et que les deux entités, les deux espèces, cation et anion, s'attirent et se repoussent en même temps, on se souvient qu'ils ne peuvent pas ni s'écarter ni se rapprocher. Et donc, on a cette fameuse liaison ionique qui est maintenant formée. Concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Dans une masse de cations sodium et d'anions chlorure, les cations et les anions vont être disposés sur un réseau cubique, avec une alternance de cations et d'anions. Vous avez cation, anion, dans les trois directions de l'espace. Ça forme un espèce de maillage, ça forme des cubes, et chaque sommet d'un cube est occupé soit par un anion chlorure, soit par un cation sodium, alternativement. On n'a jamais deux cations qui se trouvent
proches l'un de l'autre sur la même ligne. Il y a toujours l'alternance cation-anion dans les trois directions de l'espace. Et vous voyez, ça fait sur la gauche un cube, et on va retrouver cette forme cubique dans le cristal parce que une molécule qui forme une liaison ionique va donner un cristal, et on va retrouver ces cubes dans la matière en grand. Et ces cubes que vous voyez posés les uns sur les autres, c'est un petit cristal de chlorure de sodium. C'est un grain de sel en quelque sorte, un gros grain de sel. Peut-être qu'il fait 3 ou 4 millimètres de longueur. Et vous retrouvez donc cette structure cubique qui est due à cette alternance chlorure, sodium, chlorure, sodium, chlorure, sodium. L'image du petit va se retrouver dans le grand. Faisons maintenant un petit résumé des caractéristiques de la liaison ionique. Pour qu'il y ait une liaison ionique, il faut un cation et un anion. Le cation provient d'un métal qui est donneur d'électrons et l'anion provient d'un non-métal qui est accepteur d'électrons. Ensuite, la molécule qui sera formée sera électriquement neutre. Une molécule ionique donnera un cristal solide. Ce cristal aura la forme du maillage interne entre les atomes. Ce n'est pas forcément toujours un cube, il y a plusieurs systèmes géométriques pour donner des cristaux. La différence d'électronégativité entre le métal et le non-métal est élevée. C'est pas comme dans une liaison covalente polarisée où la différence d'électronégativité existe, mais elle est en général relativement faible. Là, on a une différence d'électronégativité minimale de 1, 1,2, 1,5, parfois même 1,7, plus même, si on a des atomes qui sont très fortement électronégatifs ou électropositifs. Quand on va noter la liaison, on ne dessinera pas de traits. Vous verrez les exemples quelques slides plus tard. On écrira seulement le cation avec sa ou ses charges positives et l'anion avec sa ou ses charges négatives. On peut dire en résumé qu'une liaison ionique correspond à une polarisation parfaite, extrême, de la covalence, c'est-à-dire qu'en fait, le nuage électronique qui normalement entoure les deux atomes dans la liaison covalente est entièrement déplacé sur l'anion. Si vous voulez, on peut considérer la liaison ionique comme la forme extrême de la liaison avec déplacement complet du nuage électronique sur l'atome le plus électronégatif. Voilà les caractéristiques principales de la liaison ionique. Maintenant, nous allons faire beaucoup de molécules différentes. Et pour avoir beaucoup de molécules différentes, eh bien, il faut beaucoup de cations et beaucoup d'anions. La question, c'est de savoir où trouver les cations. Eh bien, si on regarde le tableau périodique des éléments, c'est assez simple. Les cations proviennent toujours des métaux. Et vous voyez que sur la gauche des symboles des éléments, vous avez des listes. Si je prends par exemple le numéro 23, là au milieu, le vanadium, eh bien c'est écrit plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Ça veut dire que le vanadium est capable de former un cation vanadium plus 2, vanadium plus 3, vanadium plus 4, vanadium plus 5. Donc on peut utiliser n'importe laquelle de ces 4 solutions pour faire une molécule ionique, pour avoir un cation
pour une molécule ionique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cations différents puisque chaque métal, en principe, peut donner au minimum 1 pour les éléments des colonnes principales. Vous voyez, les colonnes du sodium et du magnésium, c'est toujours 1 pour le sodium, 1 pour le potassium, 1 pour le rubidium, le césium, 2 pour magnésium, calcium, strontium, barium. Et puis, quand on passe dans les éléments de transition, il peut y avoir des variations. Et c'est là qu'on va faire intervenir les éléments de transition avec toutes les possibilités de former des cations que nous donnent ces éléments de transition. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle des éléments de transition, c'est parce qu'ils ont la possibilité de former beaucoup de cations différents. Donc les cations sont issus des métaux qui ont pu donner un ou plusieurs électrons. Même question, comment obtenir les anions? Même question pour les anions. Vous voyez que pour les éléments non métalliques, qui sont ici en rouge, ce sont les éléments qui sont sur la droite du tableau, il y a des éléments dont le premier chiffre est un chiffre négatif. En général, il n'y en a qu'un seul. Si vous regardez par exemple le carbone, c'est marqué -4, l'azote, c'est marqué -3, l'oxygène, c'est marqué -1, -2. Alors vous voyez que le -2 est en gras, ça veut dire que le -1, il est en fait très rare. Le soufre, -2, le sélénium, -2. Et puis, tout à droite, pour les halogènes, fluor, chlore, brome, iode, vous avez fluor, -1, chlore, -1, brome, -1, iode, -1. Ça veut dire que ces non-métaux vont nous donner les anions. Alors, ne regardez pour l'instant pas les charges positives des non-métaux. Elles sont impliquées dans un quatrième type de liaison que nous étudierons un petit peu plus tard. Vous avez donc relativement peu d'anions pour les non-métaux. Il n'y a que très peu d'anions monoatomiques, c'est-à-dire composés d'un seul atome, avec les non-métaux. Maintenant, c'est sûr qu'il y aura d'autres anions qu'on étudiera par la suite, qui sont des anions complexes, composés avec plusieurs éléments, et on aura une liste assez conséquente. Pour l'instant, nous allons nous occuper que des molécules formées de deux éléments différents, des molécules binaires. Donc vous avez le cation, l'anion carbone -4 qu'on appellera carbure, l'anion azote -3 qu'on appellera nitrure, l'anion oxygène -2 qu'on appellera oxyde, l'anion soufre -2 qu'on appellera sulfure, l'anion fluor -1 qu'on appellera fluorure, chlore -1 chlorure, brome -1 bromure. Vous avez compris, la terminaison du nom d'un anion, c'est en ure. Sauf pour l'oxygène, où vous avez -2, on appelle ça oxyde et non pas oxyure. Et ça, c'est une raison historique. Sélénure, -2, tellurure, -2 aussi, arséniure, -3, phosphure, -3. Voilà donc les anions avec les noms de ces anions qui nous permettront plus tard de nommer les molécules. L'essentiel de notre travail sera de former la molécule, de la formuler et de la nommer. Que signifie former? Pour former une molécule, il faut trouver les cations et anions qui vont la composer. Il faut déterminer leur proportion dans la molécule, c'est-à-dire combien il y aura de cations, combien il y aura d'anions. Il y a des règles de mathématiques assez simples. Et puis, il faut dessiner cette molécule, il faut faire ce qu'on appelle la formule développée. Ça, c'est former la molécule. Une fois qu'on a formé la molécule, on sait de quoi elle est faite. Ensuite, il est facile de la formuler. Il suffit de compter le nombre de cations de chaque espèce
le nombre d'anions de chaque espèce et de donner la formule brute de la molécule. Finalement, il faut trouver pour la molécule un nom qui soit unique, qui permette de retrouver facilement, à partir du nom, la formule. Et tout l'art de la nomenclature sera aussi de redonner à partir de la formule le nom. Le nom, la formule, le nom. Vous voyez donc déjà venir les exercices que je vais vous donner. Premier exemple, nous allons former une molécule entre le potassium et l'hydrogène. Si nous regardons sur le tableau périodique des éléments, nous voyons que potassium et hydrogène se trouvent tous les deux dans la colonne 1A. Sauf que c'est le potassium qui est un métal et l'hydrogène qui est un non-métal. Le potassium sera donc un élément métallique qui va donner potassium plus et l'hydrogène H-, ainsi qu'il est écrit sur le tableau périodique des éléments. Donc vous aurez K plus et H-. Avec K plus et H-, vous avez formé la molécule. Vous avez dessiné K plus, H-, la molécule, dont la formule sera KH, parce qu'il y a un potassium, un hydrogène. Ensuite, comme on sait que les anions, ils ont une terminaison en ure, il suffit de rajouter la terminaison en ure sur l'hydrogène, ça donne hydrure. Et comme l'hydrure est avec le potassium, on appelle ça hydrure de potassium. Deuxième exemple, nous voulons former une molécule entre le calcium et le fluor. Sur le tableau des éléments, le calcium, colonne 2, a une seule solution, calcium 2+, le cation calcium, et le fluor a une seule solution, fluor moins l'anion fluorure. Vous voyez que l'anion fluorure ne porte qu'une seule charge moins. Si on veut faire une molécule électriquement neutre, il faudra donc 2 anions fluorure pour un cation calcium. Donc ça fait 3 atomes. Et la formule sera donc CaF2, le nom fluorure de calcium. Troisième exemple, on va faire une molécule entre du fer et du soufre. Si on regarde sur le tableau périodique des éléments, on s'aperçoit que le fer a deux possibilités. Fer plus 2 et fer plus 3. Alors ici, nous allons choisir, c'est nous qui choisissons, nous allons choisir que ce sera du fer plus 3. Je vais poser du fer plus 3 et en face, je vais prendre le soufre qui est moins 2. Le sulfure, l'anion sulfure est moins 2. Alors la question qui se pose, c'est combien faut-il de soufre pour le fer 3, combien faut-il de sulfure pour le fer 3, sachant que le sulfure est moins 2 et que le fer est plus 3. Alors ici c'est facile, parce que on voit tout de suite que avec 2 fer plus 3, on aura 6 charges plus, et avec 3 sulfure moins 2, 3 fois moins 2, on aura 6 charges moins, 6 charges plus, 6 charges moins, ça fait une molécule électriquement neutre. Donc on aura 5 atomes, 2 atomes de fer, 3 atomes de soufre. On peut calculer, quand ça devient compliqué, c'est pas toujours aussi facile que ça, on peut calculer. Pour calculer, il suffit de faire le plus petit multiple commun entre le nombre de charges du fer et du soufre. Si vous prenez le nombre de charges du fer, c'est plus 3, soufre c'est moins 2, 3 fois 2 ça fait 6. Si vous prenez ce plus petit multiple commun et vous le divisez par la charge du fer, 6 divisé par 3, ça donne 2, donc 2 fers. Et si vous divisez ce 6
par le nombre de charges du soufre, qui est 2. 6 divisé par 2, ça donne 3, donc 3 soufres. Voilà comment on peut calculer la proportion de chaque élément à partir des charges. On peut le faire soit par le dessin, en regardant et en équilibrant, en rajoutant au fur et à mesure un atome plus un atome plus un atome. Quand il y a trop de charges moins, on rajoute des charges plus, et ainsi de suite, on arrive au bout forcément. Ou bien on peut le faire par calcul. La formule est donc Fe2S3, et on dira sulfure de fer 3. Il est important de préciser ici que c'est du fer 3 parce que nous avons deux possibilités pour le faire, fer 2+, et fer 3+. Donc dans le nom, on spécifiera fer 3 parce qu'il faut bien savoir à quelle espèce on a affaire. Ce n'était pas nécessaire pour les molécules des exemples précédents parce qu'il n'y avait qu'une seule solution. Pour le calcium, il y avait 2 charges plus, donc on ne dit pas fluorure de calcium 2 parce que c'est un pléonasme, on dit simplement fluorure de calcium. Tandis qu'ici, on est obligé de dire sulfure de fer 3 parce que le fer est plus 3. Finalement, dernier exemple, entre le manganèse et l'oxygène. Alors ici, j'ai été chercher un degré classique du manganèse qui est 7+. C'est un cation qui est extrêmement chargé. Et on va le combiner avec de l'oxygène qui est -2. On prend pour l'oxygène la charge qui est la plus courante, c'est-à-dire celle qui se trouve en gras sur le tableau périodique des éléments. Ici, même calcul que tout à l'heure. Si on fait le ppmc entre 7 et 2, qui sont premiers entre eux, ça fait 7 fois 2, 14. Vous divisez 14 par 7 pour le manganèse, ça fait 2, il y a donc 2 manganèses. Et 14 par 2 pour l'oxygène, ça fait 7 oxygènes. Je les ai ici répartis de façon un petit peu esthétique. Et la nature utilise souvent ces formes esthétiques. La répartition dans l'espace est relativement agréable. La molécule utilise le plus de place possible. La formule est donc Mn2O7. Je vous rappelle que le nom de l'anion O-2 ou O2-, c'est oxyde. Donc on dira oxyde de manganèse 7. Mn2O7, oxyde de manganèse 7. Nous arrivons à la fin de cette leçon et voici quelques exercices que je vous propose. Vous allez formuler et nommer toutes les molécules possibles entre les cations et les anions qui sont donnés ici dessous. Donc vous avez lithium plus, cobalt 2 plus, chrome 3 plus, plomb 4 plus, vanadium 5 plus, ruthénium 6 plus, rhénium 7 plus et osmium 8 plus pour les cations. Pour les anions, vous avez azote -3, oxygène -2 et brome -1. Vous avez donc 8 cations, 3 anions, ça fait 24 molécules si vous combinez chaque cation avec chaque anion. Alors, en bas de la page, vous avez un exemple. J'ai pris par exemple du titane 3+, et du iode -1. Si vous voulez faire une molécule, vous voyez que vous êtes obligé d'avoir 3 iode -1 pour un titane 3+, 3+, 3-. La formule, c'est donc TiI3, un titane 3 iodes, et son nom, iodure de titane 3. Ce que vous pouvez faire, c'est construire un tableau avec 3 colonnes, une colonne pour l'azote -3, une colonne pour l'oxygène -2 et une colonne pour le brome -1 et 8 lignes, une ligne pour chaque cation. Et dans chaque case,
vous mettez la formule et le nom. Et ainsi, vous avez réalisé l'exercice. Je vous souhaite bonne chance pour cet exercice, bonne réussite. À bientôt pour une prochaine leçon.